Bonjour le graphe, ravi de vous retrouver pour cette vidéo hebdomadaire. Je vais la faire exceptionnellement avant la stat NFP. C'est un petit peu dommage, mais j'ai pas trop le choix en fait. Sinon, je fais pas la vidéo. Donc je pensais quand même faire la vidéo. Après, on verra à quel point elle est rapidement caduque ou pas avec la stat. Ça m'étonnerait quand même. Je pense que il peut y avoir de la volatilité, on va en reparler. Mais on est dans le sens de la tendance. Globalement, toutes les stats qui sont tombées toute cette semaine ont été achetées. Globalement, c'est toutes des stats qui démontrent que oui, l'économie ralentit. Après, c'est pas forcément voilà, un gros ralentissement, donc ça rassure sur le fait, si vous voulez, qu'on se prend pas une benne d'un point de vue économique et donc qu'on n'impacte pas encore fortement les entreprises, et qu'en parallèle de ça, on est toujours sur donc une Fed qui va baisser les taux. Il y a fort à parier, il y a fort à parier qu'en 2024, à un moment donné, le narratif changera et le narratif sera qu'on s'inquiète, que la Fed ne va pas le faire ou assez, etc. Bref, on ne va pas répéter ce qu'on se dit déjà et qu'à un moment donné, si les stats économiques continuent de se plomber et accélèrent le plombage, il va y avoir deux poids, deux mesures, si vous voulez, avec un effet ciseau où on va se dire, tiens, l'économie ralentit plus fort que ce qu'on avait prévu, donc on va impacter les résultats des entreprises, donc je me reconcentre un petit peu plus sur ma micro. Et en parallèle de ça, je ne peux pas revaloriser mes dossiers autant que je les ai revalorisés en jouant la baisse des taux, puisque les taux vont peut-être baisser, mais pas aussi fort que ça. Et on va rester donc dans une politique qui reste contraignante par rapport à la baisse de l'inflation, voire la déflation. Les taux baisseront, mais pas forcément aussi vite et aussi fort que ce que l'inflation continue, elle, de baisser. Donc, toujours cet effet inverse. Pour l'instant, évidemment, ce n'est pas du tout ce que le marché est en train de voir. Est-ce que le NFP va commencer à aider à réaliser ce point-là en jouant un rôle de prétexte aussi parce qu'on a besoin de souffler à un moment donné, et on va y avoir besoin de consolider, et on a énormément de hausses rectilignes. Donc, je pars du principe que le NFP devrait être dans le même sens que cette semaine. Donc, je pars du principe qu'on a beaucoup de configurations qui sont prêtes encore à casser par le haut. Donc, je pense qu'il peut y avoir encore du potentiel. Pour autant, je pense derrière que ça sera un prétexte pour prendre les profits avant la Fed de la semaine prochaine. Donc, du potentiel éventuellement sur les NFP, mais finalement, je dirais plus une stratégie de prise de profit dans la force acheteuse. Ça serait mon idée première. Après, on verra évidemment ce qui va se passer. Ce qui va m'intéresser également, donc, c'est de regarder un petit peu les taux. Évidemment, tout le monde est en train de vous discuter et de vous dire que les taux sont en train de baisser, très bien. Mais il y a un moment donné ou un autre, si vous voulez, ça ne peut pas baisser en mode rectiligne, puisque comme je vous l'ai dit, à un moment donné ou un autre, le marché recommence à jouer le fait que on reste quand même aujourd'hui avec un niveau économique et un niveau d'inflation qui vont rester un petit peu puissants. Alors hop, je vais essayer de me remettre sur une sensibilité un petit peu accrue de la souris apparemment. Donc ce qui va m'intéresser pour moi, hein, c'est typiquement... Allez, j'ai retrouvé mes moutons. Donc ce qui va nous intéresser là, justement, c'est l'arrivée un petit peu sur résistance de notre copain, le 10 ans américain. À un moment donné ou un autre, si vous voulez, le NFP peut permettre encore de mettre un pic ici, mais je pars du principe que là, on est en train d'arriver dans les zones de résistance. On peut essayer de pousser voilà, jusqu'à la zone des 95-96, mais ça va commencer à bloquer sur ce niveau-là, et il faut s'attendre à ce qu'on trouve du soutien, aux alentours en gros des 4% également, sur le 10 ans américain. Donc là, au niveau des obligues, on est sur le 95-96, sur ce tracker obligataire là. Donc c'est ça qui va m'intéresser. Et après, je partirai du principe qu'on jouera le prétexte en fait que bah, il faut bien rebondir techniquement au niveau des taux. On pourra jouer le prétexte que l'on veut sur peut-être un rebond de l'énergie, etc. Peu importe. Un rebond également de la Chine, parce qu'à un moment donné, tout le monde est en train de taper sur la Chine, mais ils vont commencer à augmenter leur soutien économique et ça va commencer à prendre son essor. C'est juste qu'évidemment, c'est lent, ça prend du temps tout cela, mais je pense que c'est sur ce qu'il faudra jouer un petit peu sur 2024. Et au-delà de cela, donc, à un moment donné, si on veut que ça reste sain, c'est une consolidation ici qui devrait se faire au niveau des taux et qui devrait servir de prétexte pour prendre quelques profits, mais pas pour inverser la tendance. Pour autant, si on commence à tout casser par le haut comme ça en mode rectiligne, là, je ne pense pas que le marché applaudira dès demain parce que le marché commencera à jouer réellement une récession beaucoup plus forte que ce qu'il a joué. Et donc, récession beaucoup plus forte qu'il a joué, si les banques centrales ne baissent pas les taux aussi fortement que ce que le marché a déjà prévu et aussi rapidement que ce que le marché a déjà prévu, c'est là où vous jouez le double effet déception et donc vous revalorisez. Je pense qu'à un moment donné, ça reviendra sur la table.
Est-ce que ça va revenir sur la table d'ores et déjà maintenant? Je ne crois pas. Je pense que là, on arrive un petit peu au bout, donc il faut réfléchir en termes de ratio gain-risque, hein, sur vos positions, c'est plus ça. Plus que de penser que ça va se retourner comme une crêpe à la baisse, je n'y crois pas, mais à un moment donné, il va falloir consolider un petit peu au prorata, des hausses, et commencer à construire les figures pour la suite. Les tendances restent, haussières, mais voilà, il faut commencer un petit peu à travailler selon votre profil, ce ratio gain-risque, est-ce que ça vaut encore le coup d'être fortement investi et d'avoir vos positions qui sont peut-être trop grosses par rapport à la volatilité que vous êtes prêt à subir? C'est ça, c'est les seules questions à se poser actuellement. Mais aussi non, c'est aussi point barre. Et comme je vous l'ai dit, le NFP potentiellement peut permettre d'aller dans le même sens. Mais je pense que si ça va dans le même sens et que donc ça permet ce petit boost pour les marchés d'aller chercher et gratter d'un objectif supplémentaire, je pense qu'il se vendra. Je pense que ça se vendra, ça se prendra et ce sera intéressant de prendre les profits sur la force. Et après, on verra la semaine prochaine la Fed. On ne devrait rien apprendre de nouveau globalement. Et on verra en fait, c'est qu'une question d'interprétation. Est-ce que le marché se mettra finalement à interpréter que Powell est en train de nous dire que certes, il va plus monter les taux, mais il va pas non plus les baisser de sitôt. Et donc, prévoir d'ores et déjà qu'ils vont être baissés en mars, c'est beaucoup trop tôt. Prévoir qu'ils vont être baissés de 1,5-2% pendant l'année 2024, c'est beaucoup trop. Donc c'est ça en fait. Il suffira que le marché à un moment donné réalise que les taux vont peut-être baisser qu'à partir de l'été 2024 et ne vont baisser que de 1% sur l'année 2024 et que les stats économiques soient un petit peu plus récessionnistes et donc commencent à accélérer leur baisse par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Et ça suffira, si vous voulez, pour que le marché broie à nouveau du noir et revalorise par rapport à tout ce qu'il a valorisé actuellement. Mais voilà, c'est le scénario, on va dire, vert à moitié vide. Pour l'instant, c'est pas du tout ce que le marché est en train de valider. Donc, on est en attente et pour moi, je pense qu'il y a une période à un moment donné de flottement et de consolidation qu'il faudra construire. Et potentiellement, je me dis que là, on n'est pas loin du bout. Au niveau donc de notre Brent, là, on continue de jouer la baisse de la demande des compagnies. Donc, on est baissier, on rebondit sur notre support oblique à ce stade-là. J'ai pas grand-chose de plus à se dire que ça, c'est-à-dire que tant qu'on va tenir cette zone des 70 $, on reste OK, on est vraiment sur le support qui est important de tenir ici, de rebondir, et ce n'est qu'au-dessus des 85 $ qu'on recommencerait à se dire ciel, mon Dieu, le pétrole et compagnie. Au milieu, c'est le milieu du gué, si vous voulez, vous pouvez avoir des rebonds techniques, etc., du zigzag, mais il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de décision qui, d'un point de vue macro, nous donne quelque chose. Je vais faire dans l'ordre un petit peu. CAC Mid and Small. Alors, j'ai pas regardé, il faudrait que j'aille regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Je trouve les mouvements un petit peu puissants. Alors, je sais pas si c'est une erreur de Pro Real Time, etc. Ou enfin, ça mériterait d'aller un petit peu piocher dedans, mais là, les mouvements sont quand même très puissants. Euh, bon, donc je vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus. On va regarder ce qui se passe sur le CAC 40. Et le CAC 40, donc, lui, est en train de casser en ligne droite. Donc là, éventuellement, avec le NFP, on a cette zone des 7530 qui peut être visée, voire plus si affinité, 7570 et compagnie. Bref, c'est haussier, point barre. J'ai vraiment pas grand-chose de plus à dire que ça. Si le NFP, si on veut, la semaine prochaine, commencer à vendre éventuellement, oui, on peut vendre, on peut reprendre des profits, mais je veux dire, avant de remettre en cause la force acheteuse, là, je dirais qu'il faudrait au minimum redescendre en dessous des 7360. Voilà, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, ouais, vous pouvez faire du reflux, vous pouvez reprendre du souffle, mais la configuration de fond reste positive. Sur le DAX, on va retrouver exactement la même chose. Vous voyez, c'est toujours l'idée à un moment donné de penser reflux, mais on n'y est absolument pas. Le NFP peut permettre d'aller chercher jusqu'au 16 800, et je pense ensuite qu'on vendra éventuellement cette zone-là. Là aussi, ça serait bien de souffler, je veux dire, mais le marché, je veux dire, il est en puissance. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire les RSI sont à 80, donc forcément ça va consolider, etc. Je vous rappelle que les RSI à 80, ça veut surtout vous dire qu'il y a une puissance acheteuse. Donc certes, à un moment donné ou à un autre, ça consolidera au prorata, tout ce que vous voulez, mais de 80, ça peut monter à 90 éventuellement. Donc surtout, ne pas se mettre en face juste parce que les RSI sont à 80, c'est pas suffisant pour se mettre en face, c'est pas suffisant pour vendre, ça veut juste vous dire que la puissance acheteuse est forte. Alors après, on peut se dire tout ce qu'on veut, que les volumes sont faibles, qu'on a surtout des rachats de short, etc., du window dressing, tout ce qu'on veut. On peut l'expliquer de toutes les manières que l'on veut, c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'à ce stade-là, il y a zéro signal
de prise de consolidation. Et donc, ce qui sera le plus important pour vraiment juger de la force et jauger la force de ce mouvement, ça sera le jour où on validera vraiment les consolidations, de voir avec quelle force on les valide. C'est ça qui nous donnera les indications. Ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète et de dire il va se passer ça, il va se passer ça, on a une chance sur deux, surtout quand on ne donne pas le timing. Donc ça ne sert à rien. Donc pour moi, je me dis, je ne vois pas pourquoi le NFP serait dans le sens contraire quelque part de ce que le marché a voulu faire toute cette semaine. Pour autant, je pense que ça sera une occasion de vendre dans la force de la hausse et de voir venir la suite sans pour autant être non plus passé vendeur. On reste acheteur, mais on part du principe qu'il va y avoir des replis, donc on prend quelques profits sur des tailles de position, sur des morceaux de position pour se reprendre quelque part du cash pour voir venir et travailler un petit peu la suite. Au niveau du Nasdaq 100, on va retrouver la même idée, c'est-à-dire que là, concrètement, on est haussier point barre, on a fait une conso à plat sur les 2 dernières semaines, on valide le support de gap ici, tant que c'est le cas, c'est positif, et hier, eh ben, on s'est remis à l'attaque de la résistance. Donc si le NFP va dans le sens, je veux dire, ben, on peut facilement aller chercher 16 200, 16 300. Donc on ne sous-estime pas ça, voire aller plus haut. Il ne faut absolument pas sous-estimer ça comme potentiel restant, éventuellement. En tout cas, le marché est dans ce sens-là, donc jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à au minimum qu'on repasse sous les 15 008 et a fortiori qu'on réattaque cette zone de gap-là, il y a pas de sentiment de conso. Et même si on réattaque le gap, qu'on ferme le gap, je veux dire, à moyen terme, je reste globalement positif au-dessus des 15 200, hein. Donc ça serait, finalement, revenir sur les 15 200, ça serait un retracement, on va dire, classique qui ne ferait que réouvrir très certainement une fenêtre d'opportunité d'achat tant qu'on n'a pas des signaux qui sont vraiment contraires et qui enfoncent vraiment les supports. C'est difficile d'être contre le marché actuellement, hein. Ce qui va m'intéresser, et surtout sur l'année 2024, ça sera évidemment l'euro-dollar pour savoir est-ce qu'on continue de jouer vraiment les US ou est-ce qu'on rejoue un petit peu de la surperformance marché émergent, marché européen. Donc ce qu'il faudra, là vous le voyez, c'est qu'on a un reflux, donc c'est ce qui pousse pas mal les marchés américains ces derniers jours. Mais on revient là aussi sur les anciennes résistances qu'on avait cassées à la hausse, qui font maintenant support. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité de l'euro de remonter ici, de repasser au-dessus des 1,09, et puis en 2024, de travailler cette zone des 1,11, 1,12, et sur cassure, de pouvoir nous valider vraiment ce côté un petit peu sur performance. Euh, donc, c'est ce qu'on travaillera en type de scénario. Pour l'instant, voilà, on est dans les étapes d'avant. Mais pour moi, l'euro n'a absolument rien cassé. Il fait le reflux au prorata de son rebond. Et c'est tout à ce stade-là. Et au niveau de l'or, on a eu des mouvements peu communs dimanche dernier, ce qui prouve quand même qu'il y a une problématique de contrepartie sur le marché aussi. On a tout reflué. Bon, tout est à refaire. Globalement, on reste dans une espèce de ventre mou. Ce qui m'intéresse un petit peu plus, c'est l'argent. Et l'argent, lui, a fait la même chose et revient aussi travailler sur zone de support. Et donc voilà, il faut tenir cette zone-là. Donc, de toute façon, l'euro, l'or, l'argent, on est un petit peu sur les mêmes physionomies. C'est-à-dire on a corrigé, on va dire, à quasiment la moitié du mouvement précédent. Et maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir relancer. C'est ça qui nous en dira plus sur qu'est-ce qu'on joue sur la suite. En attendant, voilà, j'ai pas vraiment de changement et je vais faire qu'une seule vidéo là parce que j'ai pas le temps, donc on va passer directement aux actions et, euh, et voilà, je ferai en une seule vidéo pour la sortir plus vite. Au niveau de Advicen, alors attention, c'est des petits dossiers, des biotech, etc. Je les représente juste parce que je pense que le marché est dans un mode un petit peu euphorique. À un moment donné, il redécouvre un petit peu les petites merdes, les petites daubes, et il peut rejouer sur fond de news, etc. Ces petites valeurs. Advicen en fait partie. Donc, ce que l'on voit, c'est que si on redépasse la zone des 1,90, 2 euros, en effet, vous pouvez avoir un mouvement de rebond qui peut aller chercher jusqu'aux 2,50 €. Voilà, en casquette purement spéculative. Adyen, par contre, évidemment, là, tout le monde est en train de nous écrire et de nous expliquer que Adyen, c'est vraiment la meilleure carte par rapport à toutes les sociétés de paiement. Très bien. Ce qui va surtout m'intéresser d'un point de vue moyen-long terme, c'est là, ça y est, on est en train d'arriver sur la zone de gap, la zone de résistance. Donc, on peut, je pense, un petit peu la travailler un petit peu plus haut, aller jusqu'au 1250 en arrondissant.
mais je pars du principe que ça devra être digéré. Donc je pars du principe, si vous voulez, que c'est important de procéder par étapes, c'est-à-dire qu'on a eu une grosse benne, on a récupéré à peu près la moitié de la grosse benne, et donc maintenant, je pense qu'on va marcher en crabe, et le temps de consolider et construire quelque chose qui nous permettra de savoir si on retrouve une tendance haussière, en effet, ou on relance la baisse, et finalement on a eu un retracement de la moitié du mouvement de baisse, comme une espèce de pullback qui est bien puissant, si vous voulez, mais aussi au prorata de la baisse qu'on avait subie. Airbus, c'est haussier, point barre, j'ai rien à dire, mais on arrive sur les sommets. Alors peut-être que ça sera l'occasion, voilà, c'est les plus hauts historiques, ça sera peut-être l'occasion de les battre un petit peu, d'aller chercher, pourquoi pas, 147, 145 et des brouettes. Mais après, voilà, je pense qu'il va falloir s'accorder sur, à un moment donné, une mise en place de conso sur peut-être le début 2024. Les valeurs chinoises. Donc, les valeurs chinoises, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a à boire et à manger. Il y a certaines configurations, comme Pinduoduo Duo, il y en a d'autres qui sont très intéressantes, qui sont haussières, malgré tout ce qui se passe en Chine. Et il y en a d'autres, celles en général qui ont surtout, dont les gens discutent le plus, comme Alibaba et compagnie, qui était la chouchou de Munger. Euh, Peut-être dans quelques années, hein, ou dans quelques mois, elle remontera. Et pour l'instant, voilà, j'aime bien regarder ça, parce que du coup, si celles qui sont baissières se mettent à avoir des configurations intéressantes, ça veut dire que généralement, il faut s'intéresser à la Chine. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. La tendance est toujours baissière, ça reste un biseau. Donc, pour autant, moi, je ne jette pas la Chine. C'est pas non plus le signal. Alors, il y en a certains qui l'anticiperont, etc. On n'a pas de signal de retournement ou ce que vous voulez actuellement, donc il faut rester encore très prudent, surtout sur ces valeurs qui sont un peu plus euh, délicate, on va dire, baissière, et donc moins forte dans la tendance. Et ce qui va m'intéresser, c'est le moment où on aura le premier rebond et des constructions. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. On est en train de travailler le support d'un biseau descendant que j'ai, mais c'est une simple hypothèse. Je ne sais pas si le marché va vraiment décider de le valider ou pas, ou de le casser par le bas, globalement. Donc, pour l'instant, je laisse encore de côté, mais ça s'observe. Ce que je regarde aussi, c'est toutes les valeurs qui sont liées au redémarrage de la Chine, c'est toutes les valeurs métaux. Donc ça aussi, si vous avez des redémarrages sur ces valeurs métaux-là, bah, je pars du principe que c'est une pré-indication, si vous voulez, que on doit regarder à nouveau de ce côté marché émergent. Et en Europe, on est pas mal verni, si vous voulez, en valeur métaux. Bon, là, je vous en présente une, c'est AMG. Ils ont fait des profit warnings, etc., mais ça a été plutôt bien absorbé par le marché. Et là, on revalide le support des 20,60 €. Donc, tant qu'on va être au-dessus de ces 20,60 €, on est en mode rebond et on va observer petit à petit comment ça va construire, comment ça va congestionner. Mais ça continue de se regarder et on commence à avoir des repères, si vous voulez, qui nous permettent de faire les plans. Au niveau de Apple, là aussi, le NFP peut permettre, je pense, d'aller chercher les plus hauts. Alors après, tout le monde, il y aura toujours quelqu'un pour vous expliquer le double top, etc. Mais je veux dire, tant que vous n'avez pas validé le double top, consolidé, cassé un ancien support par le bas, bah, c'est difficile de valider le double top, hein. Le double top, on peut réellement le valider que quelques semaines après. Euh, donc à ce stade-là, évidemment, c'est une zone de résistance. Ça passera pas. Le NFP, pour moi, peut servir de prétexte pour aller le chercher. Et après, globalement, c'est cette zone des 190, 189 là, qui joue un rôle de support. Et c'est le jour où on casse ça qu'on se dira que on rentre dans une espèce de consolidation et à nouveau dans un range. Mais sinon, voilà, c'est une tendance de fond. C'est toujours une tendance haussière de fond. Ce qui m'intéresse également, c'est de regarder des sidérurgistes comme ArcelorMittal, où on voit quand même des remontadas en ligne droite aussi. Là aussi, on voit que bah, si on veut, on peut avoir un petit peu plus de marge, mais si on se projette un petit peu plus, il y aura certainement une phase un petit peu de congestion. Mais ce qui va surtout m'intéresser, c'est le jour où on casse ça par le haut, on aura un signal de moyen terme, de retournement moyen terme sur un sidérurgiste comme ArcelorMittal, qui est quand même assez détesté et assez oublié depuis des années. Et ça, pour moi, ce sera un signal assez important peut-être de rotation. ASM International, on voit que ça rame un petit peu plus du côté comme Nvidia, du côté, euh, du côté des valeurs semi-conducteurs. Alors en même temps, ça reste toujours haussier, hein, donc voilà, on sous-estime pas l'affaire. Ça continue de se regarder, de construire. Il y a certaines valeurs qui sont plus haussières que d'autres. Il y en a d'autres, voilà, quand ASM International est plus en train de congestionner. Mais ça reste haussier, point barre, à ce stade-là. Atos, c'est toujours la problématique de la spéculation autour de qu'est-ce qu'ils vont jouer. Donc ça se joue que comme ça. Donc c'est taille de position réduite en attendant que ce soit plus clair. Pour moi, c'est pas
Pour moi, c'est pas suffisamment clair à ce stade-là, donc je préfère rester à l'écart. BIC, ça construit bien, c'est une bonne valeur défensive, je reste positif au-dessus des 59 euros. Bon duel, ça peut se regarder en termes d'anticipation, ça reste une tendance baissière à ce stade-là, hein, comme vous le voyez, mais voilà, on commence à avoir une congestion qui se met en place ici, encore faut-il la casser par le haut, et ça peut jouer un rôle de valeur défensive avec éventuellement un retour sur la zone des 12 euros, je dirais, dans un premier temps, avant qu'on commence à se dire qu'à moyen terme, c'est en train de se remettre bien. Claranova donc, a fait le deuxième FX School qu'on avait proposé le week-end dernier, donc pour moi, prise de profit à ce niveau-là, et en attente de voir un petit peu comment ça va consolider, tenir les anciens supports. C'est ça qui est le plus important dans les consolidations qu'on va éventuellement faire, c'est tenir les anciens supports pour continuer de valider les figures de retournement. Crossdirect également est en train de revenir sur la zone de résistance, alors cassera pas, mais c'est le niveau pour recréer une spéculation, donc ça se regarde aussi, c'est plutôt propre. Dada, c'est une chinoise, c'est comme Alibaba, c'est une tendance baissière, mais le jour où ça se retourne, ça me fait quelque chose de pas mal, ça me renseigne et ça me sert vraiment d'indicateur de me dire si même les tendances les plus pourries des chinoises commencent à se retourner, c'est qu'il y a un truc à faire. Donc pour l'instant, je continue de rester en observation. J'ai gardé, c'est la seule chinoise que j'ai encore en position. Et ça me permet de me servir d'indicateur et de regarder. À ce stade-là, c'est baissier, point barre. Et ce qu'on attend, c'est un petit peu de réaction petit à petit. Et le marché commencera donc à nous dire qu'il valide le fait qu'on va petit à petit jouer un petit peu le rebond de la Chine. Dassault Systèmes, là aussi, c'est monté en ligne droite. J'ai rien à dire là-dessus. On commence à taper les résistances, à un moment donné ou un autre, il va falloir souffler, on reviendra certainement travailler les 43 euros, voire les 42, ça va être les nouvelles zones de support, au-dessus de ces zones-là, ça reste haussier, mais il va falloir s'attendre peut-être à des trucs un petit peu moins rectilignes ces prochaines semaines. Denison Mine, ça c'est de l'uranium, là aussi je pense on travaille un petit peu une zone de résistance intermédiaire, donc de deux choses l'une, soit la congestion ici casse par le haut et ça peut vous créer l'exponentielle, donc on est vraiment au bord de quelque chose qui peut créer l'exponentielle, soit on va consolider un petit peu plus longuement. Euh, L'un ou l'autre des scénarios me conviennent, à ce stade-là pour moi c'est haussier, point barre, et on est juste en train de stopper ici sur une résistance, et l'idée c'est de dire, si là je casse, là je peux vraiment commencer à attaquer l'exponentielle en mode spéculatif, et ça sera pour moi une raison de vendre sur des objectifs un peu plus élevés. Egide, c'est un petit titre, ça se regarde, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous le nez. euh, voilà, dépasser les 70 centimes d'euros, ça serait l'essentiel là-dessus. Et ramer dans le sillage de tout ce qu'on a sur les valeurs également métaux que je vous propose, ça se regarde. On a bien validé cette semaine le support des 68 euros, donc ça vous permet de mettre un stop globalement. Et là, on retravaille cette zone d'oblique. Donc il va falloir réussir à la casser. Ça nous ouvrirait certainement les 77 à 80 euros, 75, 77, 80 euros, qui sera la grosse zone de résistance moyen terme. Tant qu'on ne dépasse pas ce niveau-là, on ne peut pas devenir vraiment positif à moyen terme là-dessus. Donc on est pour l'instant dans des phases de rebond. Et ça aussi, ça se regarde, on est sur la zone de soutien, éventuellement on viendra chercher cette zone des 51 euros, qui est vraiment la zone, voilà, on va dire 49, 51 euros, c'est la zone de support qu'il ne faut pas passer en dessous, et c'est sur cette zone-là qu'on veut espérer voir une relance. Et la relance sera validée sur un débordement des 55 euros. Ça voudra dire également qu'on a le pétrole qui remonte, avec tout ce que ça veut dire d'un point de vue macro, mais ESSO peut être un bon candidat. Galapagos, c'est une biotech, alors c'est une grosse biotech, belge, et ce qui m'intéresse, voilà, là aussi, cette semaine, c'est le fait qu'on est revenu sur le support, on l'a tenu, et on a fait une impulsion dessus, assez forte. Donc là, on est en train de travailler une zone de résistance, aux alentours des 37, si ça passe, il y a l'oblique, si ça passe, voilà, il y a encore cette zone des 38, donc il y a encore pas mal de résistance au-dessus de la tête, hein, donc l'idée n'est pas de dire que c'est moins de risques et compagnie. On a un bon niveau de rebond qui peut éventuellement encore zigzaguer, être travaillé. Je pense que des zones entre les 35,50 et les 35 euros peuvent servir de support, et tant qu'ils servent de support, ben, on joue le retournement. On joue le retournement, et moi je vais essayer de viser. Alors au début, j'étais sur cette zone des 38 euros, et je me dis qu'éventuellement on peut rejouer les 40 euros. Euh, alors évidemment, moi j'ai pris sur la moyenne mobile 50 quasiment, donc voilà, ça me permet d'avoir un petit peu d'espace. Mais après, voilà, ça c'est l'objectif, je dirais, court terme, qui va demander ensuite à être travaillé et qui nous construira une figure peut-être enfin de retournement plus moyen terme sur la valeur. C'est ça qui est surtout important.
au-delà d'aller chercher là les objectifs de court terme. Genfit également, vous avez une news hier, et finalement on voit, on met un petit peu de temps à lire les choses et c'est aujourd'hui vraiment que ça booste. Bon, de toute manière, on voit que le marché est très positif, etc. Donc il vient aussi naturellement chercher un petit peu plus ces valeurs biotech, ces plus petites valeurs. Donc c'est ce qui va se jouer là éventuellement. Si vous avez une conso sur les grosses, il y a certainement voilà, les petites qui vont prendre le relais. Alors les petites peut-être qui sont de moins bonne qualité ou qui sont plus spéculatives comme des biotech. Mais là, Genfit, pour moi, voilà, c'est un dossier qui reste intéressant. Après, vous avez les 350, 360 qui sont la résistance à dépasser avant de redevenir plus positif moyen terme. Donc là, on joue le rebond, 350, 360, c'est la zone de résistance en objectif, et après, on avisera, on verra un petit peu ce que le marché veut. GTT, pour moi, voilà, le week-end dernier, je ne sais plus si c'était là où l'académie, je vous avais dit, on atteint un niveau de résistance, donc il y a la conso qui se met en place, il n'y a pas péril dans la demeure tant qu'on tient les 117, mais voilà, on commence un petit peu à travailler et à valider des niveaux de résistance et des niveaux donc de range, et c'est la cassure qui nous donnera la suite. Harmony Gold, donc c'est une minière or qui a très bien performé, qui a le droit maintenant de consolider un petit peu. Je la laisse souffler et voir ce qu'elle peut nous construire. En tout cas, ça reste tout à fait haussier. Et évidemment, le CAC 40 ne serait pas quasiment sur ses plus hauts sans un réveil du luxe. C'est ce qui s'était passé. La semaine dernière, je me posais la question ici sur Hermès. Il faut absolument tenir, c'est le pivot, etc. Elle l'a fait. Elle relance. On commence à revenir sur les zones de résistance. Cassera pas, on verra, c'est la grosse question, mais en gros, on est toujours dans ce triangle ici, c'est celui-là qui sera important, suivant la cassure qu'on va donner pour la suite, et vous voyez, c'est encore quelque chose qui va se décider sur le premier trimestre 2024. Donc moi, je pars du principe, premier trimestre 2024, on devrait quand même avoir des décisions sur pas mal de choses. Inat Pharma, même chose que Genfit, c'est baissier, mais il peut y avoir de la spéculation dessus. En plus, il y a pas mal de conférences là sur le mois de décembre qui arrivent. Il y a des résultats qui doivent être annoncés, donc c'est toujours binaire, faites attention à vos tailles de position. Mais voilà, si ça veut partir, ça partira. C'est toujours cette zone des 2,40 à dépasser. Et par contre, même chose que sur Genfit, vous avez besoin des 2,50, 2,70 à dépasser pour vraiment retrouver une tendance de moyen terme. Au niveau de Kering, donc ça s'est réveillé comme l'ensemble du luxe. Donc on est en rebond technique, on peut éventuellement pousser jusqu'à la zone des 422 à 440. C'est là les objectifs, mais je pars du principe qu'il ne faudra pas viser beaucoup plus. Donc je pense qu'il faut rester dans du rebond technique à ce stade-là. C'est beaucoup trop tôt pour parler de relance de la tendance sur Kering. Et même chose sur LVMH. Hermès est la plus clean. Et même chose sur LVMH, donc qui casse ici, donc c'est une très bonne réaction ici. Là, derrière, vous avez la cassure de l'oblique, et paf, on va arriver directement sur les zones qui nous intéressent. 735 à 740 euros, c'est une zone de résistance horizontale. Donc il faudra voir si on la casse, et on peut pousser en effet jusqu'à la zone des 750 à 770, à quasiment tous les 10 euros, on a une résistance. Mais tant qu'on ne redépassera pas les 770 euros, je ne parlerai pas de retournement haussier de la tendance. Et même pour moi, c'est important, avant ces 770, c'est même pas sûr qu'on y arrive. Pour moi, 740, là, 750, c'est vraiment le gros morceau, déjà pour un premier sondage. Alors après, on pourra peut-être consolider un petit peu, travailler un petit peu plus l'oblique ici qui a cassé et qui permet de jouer un rôle de support dorénavant. Voilà, donc pour moi, c'est intéressant, voilà, le luxe pousse à nouveau, mais c'est à considérer comme du rebond au prorata de la baisse que nous avons connue à ce stade-là, et pas comme une relance haussière de la tendance de fond. Okay, donc il faut bien faire un distinguo pour garder un petit peu de recul, garder un petit peu voilà, de prudence. C'est ça qui est important dans sa gestion. Morel et Prom, il y a de la volatilité. Ok, elle a gagné quasiment 100% en l'espace de 3 mois. Donc, il faut accepter aussi la volatilité. En plus, il y a des bis qui se passent au Venezuela, etc. Donc, ça pousse un petit peu à un peu plus de volatilité. Donc, la figure, vous voyez, je vous l'avais tracée ici en hypothèse de travail. Bon, ben, je vais continuer de la garder comme ça, on y est peu ou prou, et donc voilà, il faut s'attendre peut-être à ce que ça zigzague et ça construise une figure un petit peu plus large. Mersenne, c'est un petit titre, mais d'un dossier que je trouve assez intéressant, mais là aussi, si vous voulez, on est en train de travailler un petit peu les congestions, et vous aurez besoin d'un débordement des 34 euros pour revenir un petit peu travailler cette zone des 36-37. Et là, vous voyez également
que tant que vous ne dépassez pas cette zone des 36-37, vous ne redevenez pas haussier sur la tendance. Donc moi, je pars du principe qu'il faut le jouer en plusieurs étapes, si vous voulez. Là, l'étape, c'est qu'on a des bons rebonds qui se mettent en place sur pas mal de valeurs qui s'étaient faites défoncer ces derniers mois, mais c'est des rebonds au prorata. Donc pour l'instant, il faut considérer que ça reste des prorata et pas des relances haussières. Et il faudra ensuite aviser, une fois que ces rebonds ont été faits, qu'on consolidera, il faudra à ce moment-là aviser sur les congestions qu'on est en train de faire pour pouvoir se dire, oui, on va pouvoir casser par le haut et donc relancer à Tatawin, ou on recasse par le bas, et donc il faudra considérer qu'on a eu une sous-vague qui a permis sur cette fin d'année le rebond d'un paquet de valeurs qui avait été attaqué à partir de l'été 2023, mais qu'en gros, derrière, premier trimestre 2024, on relancera, ou plus tard, on relancera le mouvement de fond qui reste une attaque baissière. Ok, donc c'est ça que je vous dis, c'est comme quand vous regardez du Adian, etc. C'est ça, c'est l'importance de prendre le recul. Oui, il y a des gros mouvements de rebond, oui, c'est intéressant, oui, on fait des belles PV, etc. Mais attention de mettre la charrue avant les bœufs et de tout de suite repasser en mode boule, etc., en mode 2021, Covid et compagnie. Il y a certaines valeurs qui sont haussières, point barre, oui. Il y a d'autres valeurs, pour l'instant, on peut parler de retracement, en fait. Les rebonds sont puissants, mais parce que les baisses ont été puissantes aussi. Et donc, on ne peut pas encore valider purement graphiquement parlant. Alors on peut se projeter et vous dire, mais oui, ici, ça va repartir. Et ça vaut pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est que ça soit validé par les graphiques. Et je pense qu'il y aura à un moment donné un zigzag, une conso intermédiaire avant qu'on puisse valider ça. Ici, Nacon, par exemple, vous avez le rebond qui se fait, vous avez la correction qui se fait, quasiment la moitié du mouvement qui est redonné. Et là, on arrive sur le support et on est en train de tenter, voilà, de rebondir sur le support. Et pour parler de la relance, il faudra à minima repasser au-dessus de ces 1,65€ pour revenir taper cette zone des 1,90, 2€, et là commencer à travailler une congestion qui nous permettra de dire oui, si on arrive à passer les 2€, on repasse haussier moyen terme. Vous voyez, on procède par étapes. Je vous avais parlé de Neoen également, qui avait été déclassé pendant de nombreux mois sur le fait voilà, qu'on jouait la baisse des taux et qu'on allait revenir sur les valeurs vertes. Donc Neoen, on a le rebond qui continue de se mettre. On commence à arriver sur des premières zones de résistance. Donc là, on peut éventuellement consolider. Ce qui sera plus important, c'est de tenir les supports dans la conso. Et je vais mettre ce support-là à 26€ globalement. Donc tenir essentiellement cette zone-là et commencer à construire, on voit, dans une figure qui est assez large. Et là aussi, pour redevenir positif moyen terme, il va y avoir du boulot en repassant les 31, 32€. Ça sera cette zone-là qu'il faudra dépasser. Nexity, on a pas mal de valeurs liées IMO, évidemment, qui profitent également en mode soulagement de la baisse des taux pour remonter la pente. Nexity peut faire partie d'entre elles. Il va falloir casser les 14,70 € puis les 15,20 €. Et là, vous aurez votre rebond. Mais là aussi, c'est du rebond au prorata de la baisse. Ne me parlez pas de tendance haussière encore. Je pense que ça mettra du temps. Et c'est pour ça que je garde sur ce type de valeur-là une casquette plutôt prise de profit. Novacid, c'est spéculatif également. On est revenu un petit peu en dessous du support que je vous avais donné la semaine dernière, le week-end dernier. Mais bon, l'idée est toujours la même, c'est qu'on relance. L'idée est toujours la même, c'est qu'on a vraiment on va vraiment spéculer sur des placements des 90 cents. Donc pour l'instant, voilà, on travaille cette zone-là et ça peut être intéressant. Nvidia, c'est intéressant parce que je m'en sers comme indicateur un petit peu de pression sur les semi-conducteurs. Et à ce stade-là, on voit que depuis qu'ils ont publié leurs résultats, ils ont été vendus, mais ils ont été vendus pour revenir sur le niveau support des 450, qui a réagi en support, mais qui génère un petit peu d'hésitation. Alors la NFP, pareil, peut nous permettre de revenir taper la zone des 480, mais ce qui va m'intéresser, voilà, c'est la capacité ou l'incapacité du titre de repasser la zone des 490. Si ça repasse, évidemment, vous repartez en mode haussier, point barre, mais les 450, voilà, c'est le pivot. Donc là, je dirais c'est du no man's land. Ici, ça casse, on repasse haussier. Si ça bloque un petit peu, on se dit, ah ok, attention un petit peu. Et le jour où on recasse les 450, on se dit, ok, on a peut-être mangé notre pain blanc sur les semi-conducteurs et on rentre dans une zone où on a besoin un petit peu plus de reprendre notre souffle d'une manière un peu plus large. PayPal, toujours une tendance baissière, en rebond actuellement, toujours cette zone de gap ici, je dirais, à dépasser pour essayer de s'ouvrir un retour à la zone des 63$ et jusqu'aux 67, je pourrais même monter, mais globalement, tant que vous ne refermez pas ce gap-là, il n'y a pas de quoi revenir dans une tendance haussière de fond. Ok, donc là aussi, on procède par étapes à ce stade-là. On va rester positif sur le rebond actuel au-dessus des 56$.
Moi, j'essaye de jouer les 67. Rheinmetall, ça continue d'être haussier, point barre, l'armement allemand ici, qui plus est. Bon, après, il y a toutes ces histoires où on sentait bien déjà depuis plusieurs mois que les Occidentaux allaient lâcher certainement un petit peu le financement de l'Ukraine. C'est en train d'être gentiment corroboré. Donc voilà, c'est ce qui peut permettre éventuellement de souffler un petit peu sur ces titres-là. Mais je pense qu'ils resteront haussiers parce que bah, la géopolitique et le réarmement, de toute manière, tout ce qu'on a filé, il faut bien le reproduire et compagnie. Donc, et plus encore, puisque on est dans une géopolitique tendue. Donc je pense que ces valeurs ont encore un bel avenir devant elles, mais voilà, vous pouvez toujours avoir un prétexte, si vous voulez, qui permet d'avoir les consos. Ruby, là, c'est toujours une tendance baissière. Alors elle se sort un petit peu la tête de l'eau. Toujours cette zone des 21 euros qui est importante à tenir. Et il faudra réussir en 2024 à repasser au-dessus des 23 euros et a fortiori au-dessus des 24. Et là, on commencera à se dire que ça y est, ça commence un petit peu à se retourner et il y aura cette zone de gap à refermer pour valider le schmilblick. Alors ces zones de gap, c'est potentiellement des dividendes parce que j'ai les graphiques qui ne sont pas ajustés. Sanofi, pour moi, j'ai toujours rien à mettre sous la dent. Je vous ai dit, c'est faible, je trouve que ça reste faible. Je ne vois pas trop d'intérêt. Sartorius, on est sur la zone de résistance, ça passe pas. On n'arrive pas à passer, on bloque sur cette zone de gap. Donc il faudra vraiment réussir à déborder ça pour se dire on ferme le gap, on revient travailler cette zone des 230 là, et on commence à avoir une congestion qui peut être pas mal en 2024. Pour l'instant, c'est encore un petit peu anticipé, on reste dans du mode rebond, mais voilà, on a des constructions qui peuvent être intéressantes sur Eurofins, sur Sartorius, ou sur ce type de valeur-là. On voit que, mais pour l'instant, c'est des rebonds. Donc il va falloir procéder par étapes aussi, pas brûler les étapes. Donc on en est là actuellement. Soitec, même chose que les histoires de nos semi-conducteurs et compagnie, c'est-à-dire que ben, on trouve quand même des acheteurs, il y a des réactions, mais voilà, il y a aussi des vendeurs, les rebonds sont un petit peu maussades. Bref, c'est au milieu du gué. C'est au milieu du gué, c'est plutôt neutre. Ça, je resterai positif globalement, hein, tant qu'on va rester, on voit au-dessus de cette zone des 150. Mais je trouve ça étriqué. Je trouve ça étriqué. C'est pas franc du collier comme d'autres valeurs peuvent l'être, comme Besi Semiconducteur. Alors c'est pas du tout la même chose globalement, dans le même secteur d'activité, on va dire d'une façon large. Mais voilà, on voit pas mal de semi-conducteurs qui sont liés vraiment aux consommateurs particuliers, qui ont beaucoup plus de mal évidemment que les semi-conducteurs qui sont encore liés plutôt business ou construction de machines, donc qui sont plutôt en haut de la chaîne de valeur. Mais voilà, donc on valide bien, si vous voulez, que du point de vue du consommateur, ça commence à ramer, ça commence à tirer la langue quand même. Donc Soitec, voilà, je suis entre deux, je suis partagé. Stellantis, c'est haussier, point barre, vous avez une hausse expo, alors vous pouvez avoir des petites consos, mais pour moi c'est haussier, point barre, on reste dans la position, on n'a pas d'indication contraire. ST Microelectronics, c'est un petit peu la même chose. On voit, on a un très bon rebond, comme la plupart des semi-conducteurs sur le mois de novembre, très bien. On arrive sur une première zone de résistance ici qui va peut-être demander à consolider. Au-dessus des 42 euros, ben, j'ai rien d'autre à dire que ça restera positif. Donc il faudra vraiment repasser en dessous de ces 42 euros pour se dire, ok, c'est un peu plus léger et peut-être on a un triangle à suivre. Mais sinon, voilà, je veux dire, si ça a envie de poursuivre sur le haut avec le NFP ou que sais-je, ça peut, c'est ça le truc, c'est que bah, on peut encore gratter du potentiel haussier. Faut pas se mettre en face tant que, globalement, tant que vous restez au-dessus des 42 euros, 42,70, là, on peut arrondir, c'est pas bien grave. Mais tant qu'on va rester au-dessus de cette zone, c'est haussier, mais il faut s'attendre à un moment donné que ça marche en crabe, quoi. Stoneco, c'est la même chose. À un moment donné, on gagne 100% en ligne droite, il faut s'attendre que ça marche en crabe. Je pars du principe que les premières, quand vous avez des trucs aussi haussiers comme ça, les premières consos sont achetées et nous permettent en fait de créer le zigzag et ce qui nous permet ensuite de créer la figure qui va nous intéresser. Donc ça permet de souffler tout ça, mais pour moi, ça change absolument pas la tendance de fond qui reste haussière. Au contraire, si j'ai une consolidation ou une correction qui se fait forte et qui vient me chercher, par exemple, les 14,50 $ d'une manière assez abrupte, hein, je vais chercher à l'acheter. Euh, c'est ça, ça sera ça mon idée parce que bah, le courant acheteur est fort. A contrario, téléperformance, vous avez dit, voilà, même si vous gagnez 30%, il faut considérer que c'est les 30% que vous gagnez par rapport à une baisse drastique du titre, donc au prorata. Donc vous vendez sur objectif, on reste avec une casquette prendre ce qu'il y a à prendre. C'est toutes les étapes que je vous explique entre
jouer le rebond qui a ensuite besoin de congestionner, de casser par le haut pour contaminer petit à petit le moyen terme, puis le long terme, et qu'on puisse à ce moment-là jouer du moindre risque, et donc conserver la position et faire du suivi de tendance. Là, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas encore, donc on reste avec la casquette, je prends mes profits, et tous les zigzags, en fait, me rapprochent de ce moment-là où je vais avoir ma congestion, je vais la casser par le haut, et donc je vais pouvoir parler de retournement moyen terme. Mais ça m'en rapproche, ça ne l'est pas. Donc ce qui est important, voilà, c'est Téléperformance, de ne pas s'affoler à nouveau. Elle a besoin de digérer. Vous avez gagné 30%, elle en repère 15%, c'est la moitié de ce qu'elle a gagné globalement, et c'est très souvent le cas. Alors on peut même aller pousser un petit peu plus bas, vers la zone des 113, 114, hein. C'est la zone, et pour l'instant, pour moi, voilà, j'attends que les acheteurs me démontrent là où ils arrivent à tenir, qu'ils remontent un petit peu la pente, et qu'on crée la congestion ici. Et là, on pourra se dire, je joue ma cassure éventuellement de mon horizontale pour jouer la fermeture de mon gap et petit à petit la contamination moyen terme de mon rebond. Tesla aussi, c'est là où je dis que ça va être super intéressant parce que quand je regarde les GAFAM, etc., bah, elles sont toutes sur des niveaux de résistance où elles sont toutes prêtes à péter une nouvelle fois. Donc le NFP servira de catalyseur ou pas. Tesla, c'est la même chose. On sent que voilà, il ne faut pas grand-chose, mais si vous pétez cette oblique ici, bah, vous pouvez remonter assez rapidement vers la zone des 260, 270. Et forcément, donc, donner un élan supplémentaire au Nasdaq qui pourrait aller chercher ses plus hauts. Et pour autant, le scénario contraire est tout aussi louable, tout aussi possible, parce qu'on est dans une espèce de congestion, et si vous recassez cette zone des 230 $, eh ben oui, très rapidement, vous pouvez retravailler un petit peu le bas de la figure et donc refaire douter le marché là-dessus. C'est typiquement la congestion dans laquelle on est, dans l'incertitude, et donc les NFP, la Fed vont nous décider la semaine prochaine si on se joue le rallye ou pas. Donc ça se regarde. En tout cas, je m'en sers comme indicateur. Si Tesla commence à casser par le haut, le marché va en avoir rien à faire d'être à des RSI de 80 sur des valeurs. Il va continuer de tanker. Donc prenez bien en compte également un petit peu la puissance des mouvements comme ça aussi. C'est une affaire psychologique et peut-être que dans un mois, on se dira, ah oui, oui, on est peut-être allé trop vite en la matière. Oui, mais pendant un mois, si vous voulez, le marché peut rester plus haussier que ce que vous le croyez. Et c'est là-dessus que vous faites vos perfs. Donc attention à bien décorréler un petit peu le sentiment de marché de ce qu'il se trame en économie, parce que les vases communicants ne s'enclenchent pas forcément à l'instant T. Vous avez des deltas, parce que le marché est une bête qui va anticiper, ou une bête qui, quand il y a du flux qui rentre, ben, il achète toutes les mauvaises nouvelles. Parce que vous avez tellement d'argent, si vous voulez, qu'il faut bien le placer et vous acheter. C'est bête et méchant. Je dis souvent que le marché, beaucoup de personnes disent, voilà, il y a l'analyse technique, il y a la macro, il y a la micro économie qui permettent de savoir où vont les marchés et compagnie. Mais il y a la chose première que la majorité oublie, c'est l'aspect technique. L'aspect technique, si vous voulez, c'est éventuellement, je ne sais pas, dans 2 ans, il y a l'IA générative qui est partout et qui gère tous les ordres. Et à un moment donné, si vous voulez, vous pouvez avoir un crack qui est lié au fait que toutes les IA vont prendre la même décision au même moment, un petit peu comme en 1987, en mode bête et méchant. Alors bien entendu, il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs choses qui permettent aujourd'hui de mieux réguler le marché. Mais n'omettons pas voilà, qu'à un moment donné, il y a cet aspect technique de manque de contrepartie, etc., que je vous dis souvent, les portes de sortie de secours n'ont pas été agrandies, qui peut vous créer un élément technique de marché à la hausse ou à la baisse qui est complètement inefficient par rapport à la micro, à la macro. Et ça, c'est la bourse aussi. N'oubliez jamais cet aspect technique, c'est très important. Total Energy, c'est toujours dans sa consolidation, dans son triangle, on la laisse faire. On redeviendrait positif si on redépasse les 62 € pour retravailler le haut de la figure. Mais là, on la laisse vivre. Umicore, comme l'ensemble des autres valeurs type métaux, est en train petit à petit de construire son rebond. C'est du rebond, ce n'est pas du retournement, hein, on le voit. Il faudra au minimum repasser au-dessus des 26 €, 27 € pour commencer à se dire, tiens, on a quelque chose à moyen terme. Et encore, je pense que le vrai pivot moyen terme sera plutôt aux alentours des 28, 29. Et à ce stade-là, voilà, on valide surtout les supports, donc ça permet d'avoir des plans, les supports des plans, et on est en train de tenter de jouer petit à petit un rebond plus, et après on verra comment ça construit avant de jouer le retournement moyen terme. Pour l'instant, on procède par étapes là aussi. Unibail, je ne vous explique pas la chose, donc c'est exponentiel. Là aussi, à un moment donné ou à un autre, il faudra s'occuper d'avoir une consolidation au prorata. Bien entendu, comme je vous avais dit,
Il y a des zones, hein, 58, 55, 53, sont autant de zones de support potentiel. Mais à ce stade-là, vous voyez, les consolidations sont assez faibles, sont achetées. Éventuellement, on peut aller chercher encore un petit peu plus haut. Bref, c'est trop tôt pour dire c'est vraiment le point haut. Alors, à 2 euros ou 3 euros près, je pense honnêtement que ça va être la zone, hein, et qu'on va travailler cette zone et qu'après, il va falloir voir comment ça va consolider. Mais voilà, typiquement, là aussi, c'est des retournements qui se font et les consolidations vont pouvoir permettre de valider le moyen terme. Donc très intéressant. Et encore une fois, ce que je vous avais dit il y a 2 ou 3 semaines, hein, quand on avait dit en anticipation, alors malheureusement, c'est encore un truc que j'ai proposé et que j'ai pas pris moi-même, mais quand on l'avait proposé, l'idée c'était de vous dire, regardez, tous les médias sont en train de parler de la mort de l'immobilier. La bourse, elle, est une bête qui anticipe. Et globalement, elle avait déjà anticipé bien avant que les prix des SCPI baissent, par exemple. On voyait bien déjà que sur le marché boursier, les foncières étaient attaquées. Et on a vu donc avant tout le monde que les foncières remontent la pente. Alors il y a une affaire de taux, bien entendu, mais pas que. Donc c'est là aussi où ça va être intéressant parce que maintenant, petit à petit, on va commencer à vous dire, tiens, et si le marché de l'immobilier rebondissait parce que on va avoir la capacité à nouveau d'avoir quelques emprunts en plus, donc le marché va un petit peu se dégoupiller. Ça ne veut pas dire que, d'un point de vue long terme, le marché se retourne. Ça veut dire que vous avez une sous-vague intermédiaire. C'est ça qu'il faut bien comprendre, cette histoire de sous-vague. J'appuie là-dessus, mais c'est l'essentiel. Parce que ce qui fait la performance, essentiellement, c'est de jouer les sous-vagues. D'avoir une connaissance des grandes vagues, bien entendu, mais les sous-vagues, c'est ce que je pense est le plus important. Et surtout, permet de rester sain dans sa tête et de bien comprendre les mouvements du marché comme étant pas débile. Valeo, en l'espace de 2 séances, là, on a eu des très bonnes réactions, donc hop, on est bien remonté, on va le tracer comme ça, peu importe. Donc ici, on se refait une zone aux alentours des 13,80, 13,50 en support, donc on pourra éventuellement revenir dessus en mode pullback, il faudra le tenir. Je vais essayer, alors j'ai pris une première partie de mes profits, mais je vais essayer pour la deuxième partie de viser cette zone-là, c'est-à-dire l'ancien support ici. On joue un rôle de résistance. Là aussi, je le joue en mode rebond plus plus. Je ne le joue pas en mode on retourne la tendance en ligne droite. Ça peut arriver, hein, comme sur Unibail. Alors, Unibail, c'est pas un retournement global de la tendance, c'est juste que ça va tellement baisser que vous avez un gros delta. Mais là, voilà, je m'emballe aussi. Mais globalement, voilà, pour moi, on fait le prorata par rapport à la baisse que nous avons connue. Mais derrière, vous aurez nécessairement une phase de consolidation qui permettra de valider les supports, de valider les résistances et de nous dire là, si on casse ça par le haut, là on commence à retourner du Valeo à moyen terme. Mais on commence à jouer cyclique, on commence à jouer Europe, le fait que c'est pas cher et compagnie, et on commence à avoir du flux qui revient sur cet aspect-là. Mais voilà, c'est peut-être pas pour tout de suite. Là on joue le premier mouvement, derrière il faudra le digérer, donc le mouvement de moyen terme, il viendra après tout ça. Et la dernière, le meilleur pour la fin, Valourec. Donc Valourec est en train de consolider, il faut bien lui donner un petit peu de mou à prendre. Elle avait gagné quasiment 4 euros depuis 2 mois. Donc elle revient sur cette zone-là, je pense que ça peut zigzaguer. Bref, on est dans la zone de résistance ici, on est dans la zone de support ici. Il faut lui laisser le temps de zigzaguer, mais à moyen terme, là, on est aussi dans une tentative de retournement de la tendance, le jour où ça casse par le haut. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos que je publie et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quelles sont les valeurs que vous favorisez, comment vous allez jouer éventuellement le NFP qui va sortir là dans 2 heures et qu'est-ce que vous allez jouer pour la suite, pour cette fin d'année éventuellement. N'hésitez pas à me dire ça, je me fais toujours un plaisir de vous lire, de savoir ce que vous pensez de ces vidéos, ce qui pourrait être amélioré ou pas, etc. Et voilà, comme ça, on prépare la saison 2024. Et je suis toujours motivé pour continuer à faire ça. Donc, on va continuer quelques articles, etc. de préparation. Et on attaquera 2024 ensemble. Salut les graphes.